nos moyens de partager les événements, il y a notre site internet où dedans vous pouvez retrouver tous les événements passés et en particulier les slides à l'époque quand c'était en réel, enfin in real life, les slides des présentations, mais également maintenant les talks. Vous avez également un lien vers notre call for paper. Donc, si vous avez un sujet que vous voulez partager à la communauté ou vous voulez changer, il suffit d'aller sur ce site-là, enfin sur le lien, pardon, et de remplir le petit formulaire. Il n'est pas long, juste pour proposer le sujet, et on revient vers vous pour échanger, pour voir quand est-ce qu'on peut comment dire, l'organiser. Et ça n'a pas besoin d'être un sujet super pointu. Vous pouvez venir avec 5 sujets. Ça peut être des petits sujets de 20 minutes et on peut en mettre plusieurs pour une soirée, ou bien un sujet un peu plus long d'1 heure comme ce soir. Et vraiment sur tout sujet autour de la data. N'hésitez vraiment pas. Nos contacts, donc il y a le Meetup, mais bon là ce soir il nous a lâché. Il y a Twitter et puis il y a le Slack. Et vraiment, n'hésitez pas à venir vraiment sur le Slack. C'est le moyen direct pour pouvoir échanger autour de la communauté sur différents channels, différents sujets, différentes choses. Prochain TDS, c'est dans 2 semaines, mercredi 9 décembre. Ça sera autour de Adacraft. Ça sera Nicolas qui viendra nous présenter un projet qu'il a créé pour découvrir et jouer avec l'IA, basé sur le logiciel Scratch. Vraiment cool. Donc aujourd'hui, c'est en remote, mais on veut quand même remercier nos soutiens au quotidien du TDS. Haricot qui nous accueille en in real life habituellement, il nous manque. Dexter, Airbus, Liber, ça c'est nos sponsors qui nous permettent de faire vivre la communauté, de vous proposer des événements qui tiennent la route, qui sont bien. Et puis Actuia et O'Reilly pour les soutiens un peu plus ponctuels, mais tout aussi importants pour animer la communauté. Quelques nouvelles, même 4 ou 5 je crois, parce qu'il y a eu pas mal de choses. Premièrement, il y a France Digital qui a sorti la cartographie des startups IA en France. Il y en a eu plus de 700, je crois, candidatures de startups qui voulaient faire partie de cette cartographie. Ils en ont gardé que 453. Leurs critères, c'était vraiment des startups qui utilisent l'IA pour apporter une plus-value réelle et importante. Donc voilà, c'est super intéressant. Ça permet d'avoir une belle visibilité sur sur la biodiversité, on va dire, des entreprises françaises. Oui, oui. Merde, je le partage pas. Tout à fait. Et j'ai dit c'est pas bien de dire un gros mot. Ah. Mais oui, bien sûr, parce que c'était tout à l'heure, c'était Evgeny. Ah, ça fait 5 minutes que je parle. C'est pas grave. Allez. Hop. Ah, en plus, vous étiez en train de voir ma tête en plus. Ah. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là, on revient. On va y arriver ce soir, là, on va y arriver. Donc ça, c'était la première. Bon, c'était important. Les autres slides, vous les avez déjà vus dans les précédentes talks. Là, c'est la cartographie dont je vous parlais. Voilà. La deuxième news, c'est une avancée au niveau de la technologie pour l'apprentissage, le Less Than One Shot Learning. En gros, c'est 2 chercheurs de l'université au Canada. Alors, je sais plus laquelle université, ça m'échappe. Mais en gros, ils ont réussi à développer une technique d'apprentissage qui permet d'apprendre, surtout en classification, avec très peu d'images. En fait, ce qui permet en fait de pouvoir, on va dire, avoir une démarche minimaliste dans l'apprentissage d'une classification en deep learning.
et surtout d'avoir, par exemple, des projets ou des situations où on a très peu d'images pour une certaine classe par rapport à d'autres classes, de quand même pouvoir apprendre que cette classe existe et que c'est pas juste un outlier ou des choses comme ça. Donc très intéressant comme technique, on verra ce que ça ouvre. Les 2 prochaines news, c'est sur des levées de fonds assez intéressantes et assez valorisantes pour l'écosystème français des startups. La première, c'est Previsio.io qui a clôturé sa série A avec une levée de fonds de 6 millions d'euros. Donc c'est respectable comme levée de fonds. Ça va leur permettre d'accélérer la commercialisation de leurs solutions. En gros, ils font une marketplace des modèles en production, donc via leur plateforme. Et l'autre, c'est Earthcube, qui maintenant s'appelle Preligence, qui a fait une levée de fonds de 20 millions d'euros avec un soutien non négligeable quand même du ministère des Armées. Donc c'est super intéressant, c'est super bien pour eux et enfin c'est bien aussi pour le dynamisme des startups françaises. Et enfin une dernière news, c'est un challenge data. Ça fait longtemps à une époque, Toulouse Data Science, la communauté qui avait des participants au Kaggle, la communauté Kaggle, et on se faisait des soirées Kaggle pour faire les challenges. Et là, c'est un peu un creux de la vague. Puis là, il y a une société, une startup, Trusty, qui nous a contacté pour nous parler de son premier challenge avec l'Institut des sciences de données de Montpellier. Donc voilà, c'est lancé depuis quelques jours. Et il y a le lien pour pouvoir y participer. Je le mettrai aussi dans le Slack. Et enfin, notre speaker de ce soir, Evgeny, qui va nous parler de comment traiter les signaux de GPS avec les techniques de computer vision. Evgeny, je te donne la main. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon talk. Merci beaucoup, Samia, pour l'introduction. Du coup, je partage. D'ailleurs, j'ai le BS, je suis en train d'enregistrer, j'espère que super. Ça marche l'enregistrement. Ouais, comme ça on en aura 2. Oh, on croise le doigt. Ok, d'accord. Donc, je partage l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Yes, parfait. Vous voyez? D'accord. Ouais. Ok, d'accord, je mets... bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je m'appelle Evgeny. D'abord, je me présente. Donc, je suis le doctorant. Je suis le doctorant dans un labo Optim à l'ENAC. Donc, je travaille en analyse de données sur le signal GNSS. Et donc, avant, j'ai eu mon stage à l'EBR, ici à Toulouse. Puis, j'ai travaillé en tant que data scientist dans une société qui fait traitement de données conducteurs sur les données routières. Et donc, j'ai un peu d'expérience sur l'analyse de données géo et trafic routier. Voilà. Et donc, maintenant, je travaille plutôt en traitement du signal. Ok. Et donc, ce que je voudrais parler, donc, c'est surtout sur le sujet de détection d'anomalies dans les signaux GPS particulièrement. Donc, pour les gens qui ne sont pas dans le milieu de traitement de signal, je vais faire une petite intro assez light. Et puis, dans le GPS, c'est quoi le service, c'est quoi le type d'erreur, comment on peut le traiter. Puis, on va parler de représentation de signal et de données. Et puis, on va parler du pipeline, on va discuter de quelques résultats, et puis je vais vous montrer une petite démo de 5 minutes. Ok. Est-ce que vous voyez comme ça, ou il faut que je le mette en plein écran? Là, on voit ton avec les slides sur le côté. Ah, d'accord. Ok. Il faut que je le mette en plein écran. Oui. Et ça, c'est mieux comme ça. Ok, donc. Parfait. Pour le GPS,
qu'est-ce que c'est? Bah, tout le monde le récepteur GPS dans son téléphone. Et en fait, toutes les applications qui demandent le positionnement d'utilisateur, par exemple le Google Maps, quand on se déplace en Uber, on lui donne accès à notre positionnement, donc il a accès aussi à notre position en temps réel. Les gens qui conduisent la voiture, voilà, ils connaissent tous le Waze. Puis quand on se déplace à longue distance, sauf que c'est pas le cas maintenant, mais en général, on utilise le BlaBlaCar. Voilà, il y a plein d'autres outils qui sont plus ou moins spécifiés à plutôt aux applications qui liées à s'amuser, ou plutôt pour les applications qui sont liées à plutôt service business. Voilà. Et donc, toutes ces histoires, c'est lié à cartographie et positionnement d'utilisateurs en temps réel ou synchronisation de temps d'utilisateur. Voilà. Et donc, OK, on se met d'accord, c'est quoi le service? Et donc, et c'est quoi donc les parties prenantes qui fait partie qui constituent en fait ce service GPS. Et en fait, il y en a trois. Il y en a trois segments. En général, c'est l'utilisateur, donc qui reçoit le signal depuis le satellite, qui est transmis, et où en fait on essaie d'estimer son positionnement et synchroniser le temps, les horloges dans le téléphone. Puis il y a une partie contrôle sur la Terre, donc qui fait la maintenance et mise en contrôle le statut du satellite, et aussi de mise à jour de données de navigation du satellite lui-même. Il y a aussi le partie espace. Il y a une partie satellite qui en fait qui retransmet le signal qui est renvoyé depuis la station de contrôle, et qui doit aussi se positionner en temps et en espace. Voilà. Et donc, pendant cette présentation, je vais focaliser plutôt sur la partie espace et l'utilisateur, et donc le partie contrôle, on le met à côté. Donc, on va vraiment parler du récepteur et réception du signal. Voilà, donc je parle du GPS, donc on parle beaucoup de GPS, mais on doit savoir aussi que c'est pas le seul système qui fournit les données de positionnement, les données de navigation. En fait, en général, ça s'appelle Global Navigation Satellite System, et GPS, ça fait une partie du service. Et en fait, il y a deux segments. Il y a un segment global qui donne la couverture globale de la Terre, et un segment régional. Par exemple, pour le segment global, on connaît le GPS. Les gens, s'il y a des gens de CNES qui présentent dans le meetup, ils connaissent, voilà, ils travaillent peut-être sur le sujet de Galileo, donc le système de positionnement européen, puis le système chinois qui est le Beidou, et le russe GLONASS. Il y a aussi les deux systèmes qui sont régionaux, donc ils ne supportent pas la couverture de n'importe quel lieu en globe, qui sont en fait le japonais, qui s'appelle le Quasi-Zenith Satellite System, et aussi l'Indian, le Indian Regional Navigation System. Et donc, en total, en fait, ils ont à peu près les mêmes fonctionnalités que le GPS, à part de quelques différences internes dans une manière de traiter les données reçues. Voilà. Et donc, on a parlé du service, on a parlé, c'est quoi les trois parties, on a parlé quels sont les services qui existent à part du GPS, et on doit aussi, pour monter les problématiques, pourquoi on fait un deep learning sur les données GPS? Parce qu'on a des problèmes. Et c'est quoi le problème? Le problème, en fait, c'est que on a, pendant la propagation du signal, depuis le satellite vers le récepteur, ou dans le satellite, ou à l'intérieur du récepteur, en fait, il y a plusieurs types d'erreurs qui peuvent apparaître. Peut-être il y en a dizaines ou même plus.
Et en fait, ici, j'ai mis les trois qui sont peut-être les plus compréhensibles et qui sont les plus souvent arrivent dans la vie réelle. En fait, il y en a trois parties, trois effets. On parle pas ici, on parle pas des attaques intentionnelles sur sur le récepteur. Ici, on parle que disons, que des causes naturelles. Donc, c'est-à-dire que le signal, quand il est propagé depuis le satellite vers le récepteur, il peut être dévié par l'atmosphère parce que dans l'atmosphère, on peut avoir des particules qui sont ionisées ou peut-être il peut être dévié, son trajectoire peut être déviée et ça peut causer en fait l'effet que son propagation il va être décalée. Donc ça veut dire qu'il va avoir avec plus de délai que c'était prévu. Et donc ça va dévier les paramètres du signal, ça va dévier le positionnement de l'utilisateur. Aussi, il y a le fait qui s'appelle le multipath. Donc, c'est multitrajet, c'est-à-dire que quand on se trouve, par exemple, je vous donne un exemple. Quand on se trouve dans un bâtiment, c'est toujours, en fait, c'est toujours beaucoup plus difficile de se positionner par rapport à si on se trouve en plein air, voilà, quelque part où il n'y a pas d'obstacle autour de nous. En fait, c'est toujours le problème de se positionner à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur dans l'espace fermé, c'est toujours beaucoup plus complexe que de se positionner en plein air. Et donc, c'est dû au fait que le signal, quand il se propage, il se reflète à partir du bâtiment, à partir des murs, et le récepteur, il ne reçoit pas le signal direct, mais il reçoit le signal qui était réfléchi, qui a déjà les paramètres différents de celles qui étaient envoyées avant. Et donc, c'est-à-dire que ça peut causer aussi une erreur dans le positionnement. Et un troisième type d'erreur, c'est les erreurs qui sont liées à la synchronisation des horloges qui se trouvent dans le satellite et qui se trouvent à l'intérieur du récepteur. Donc, c'est toujours les synchronisations et on peut avoir aussi les erreurs comme dans le frame qu'on envoyait à récepteur, on peut avoir des erreurs à l'intérieur de cette frame. Voilà, donc c'est vraiment les erreurs qui sont internes. Et donc, qu'est-ce que je vais aborder comme les problématiques? Je vais aborder les problématiques du multitrajet. Pourquoi? Parce que les deux types d'erreurs que les erreurs dues aux atmosphères et les erreurs dues aux horloges, en fait, il peut causer une erreur. Mais ça reste toujours un événement assez rare. Où soit ils sont rares, soit les gens ils connaissent bien le mitiger déjà. Et en fait, les erreurs de multitrajet, quand on se trouve presque tout le temps au milieu urbain, on se trouve dans la ville, il y a toujours des obstacles, des obstacles autour. Et donc, cette erreur, c'est pas quelque chose qui est rare, mais qui arrive plus souvent, même peut-être plus que par réception du signal normal. Voilà, donc on a vraiment décidé j'ai vraiment décidé de se focaliser sur ce type d'erreur. Voilà, donc on a parlé d'une erreur, on a parlé du service, on a parlé du partie prenante. Et donc, maintenant, ce que je vous propose d'aller un peu plus à l'intérieur du récepteur GNSS pour comprendre c'est quoi les données qu'on essaie de traiter et qu'on utilise dans notre modèle de deep learning. Et en fait, on commence par quoi? On commence par antenne. Donc, ça peut être une antenne GPS qu'on peut attacher avec le câble USB à notre ordinateur. Ça peut être aussi une antenne qui est intégrée à l'intérieur du iPhone ou à l'intérieur de notre téléphone. Ok, d'accord, on a commencé par antenne. Puis, le signal, il passe par antenne et il vient dans un matériel qui s'appelle antenne front-end. Donc, c'est vraiment le matos de l'antenne. Et en fait, ici, le signal est préfiltré pour la première fois. Puis, en fait, je vais montrer dans quelques slides d'après que le signal, au début,
il est plus ressemble le bruit, et donc le rapport signal à bruit, il est assez petit, et donc il doit être amplifié. Et puis aussi, il doit être converti de alternate vers le direct. Voilà, donc ça, tout ce qui se passe dans l'antenne front-end en général. Puis, on passe dans le partie traitement de signal. En fait, parce que ici, en sortie de l'antenne front-end, qu'est-ce qu'on a? On a le signal en D qui est filtré, mais qui reste toujours le signal qui ressemble au bruit. Et le signal où on n'a pas encore estimé les paramètres du satellite, les paramètres fréquentiels ou temporels, hein, en termes de délai, phase, fréquence et le rapport signal-bruit. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut faire tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'on utilise le partie traitement de signal et il y a trois sous-parties. Donc, il y a la partie acquisition qui est, entre guillemets, l'estimation préliminaire du fréquence Doppler, donc c'est la fréquence de notre signal et du délai de propagation. Il y a une partie tracking, en fait, qui est poursuite en français, donc qui en fait, c'est aussi l'estimation de fréquence, l'estimation de la propagation, mais déjà en dynamique. Donc on ne l'estime pas juste une fois, mais on l'estime pour chaque frame qui arrive. Et aussi la synchronisation de frames. Parce que ça peut arriver qu'ils ne sont pas synchronisés et donc on essaie de récupérer ces données-là, on essaie de récupérer cette estimation entre les deux frames. Donc, où évidemment il n'y a pas d'information utile pour nous. Donc, on doit aussi se synchroniser par rapport à notre par rapport à l'information qui est contenue dans le signal. Et puis, dès qu'on le fait, donc on passe à un stade qui est lié plutôt à solution client. Donc là, ça peut être, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on fait les mesures dans le measurement. On fait d'abord le décodage et on fait l'estimation de distance, pseudo-distance. Ici, j'ai mis, voilà, je fais exprès que j'ai pas mis les formules parce que sinon ça pourrait être très compliqué. Et puis, donc j'essaie d'expliquer en général. Et puis, on va jeter les parties qui ne sont pas concernées. On va se focaliser juste sur une seule partie. Voilà, donc il y a une partie de mesure où on essaie d'estimer le pseudo-distance. Il y a le partie qui est nav solution, en fait, qui est vraiment le code client, le service client qui est en train d'utiliser ce signal. Donc, ça peut être une application Uber, le Waze, le BlaBlaCar, etc. Voilà, et donc là, on a vraiment travaillé avec longitude, latitude et le temps qu'on a calculé depuis tout le début, voilà, qu'on a calculé pendant tout ce processus de traitement de signal. Et donc, il nous faut choisir dans quel niveau on va intervenir avec notre modèle de deep learning. Donc là, ce que je propose, qu'on intervienne au niveau de traitement de signal. Pourquoi? En fait, parce que si on intervient dans le parti client, en fait, déjà c'est mieux d'intervenir avec le modèle de prédiction plus en amont possible vers les données brutes, vers le signal brut. Donc, oui, je sais qu'il existe beaucoup de données open source avec le longitude et latitude, mais on veut, pour pouvoir analyser le multitrajet, on doit avoir les données brutes qui contiennent cette information sur le multitrajet. Quand on travaille déjà avec le longitude et latitude, on n'a pas de référence directe vers notre type d'erreur. Et pourquoi on n'intervient pas sur l'antenne? En fait, sur l'antenne, c'est déjà le niveau qui est très bas. Donc, je dis en termes de développement, c'est un niveau très bas parce que c'est très proche à un matériel, c'est très proche à hardware. Et pour nous, en fait, il nous faut faire plusieurs tests pour pouvoir
configurer notre modèle pour le tester, pour l'entraîner. Et c'est beaucoup plus simple de le faire pendant le parti traitement de signal et pas dans le parti du vraiment service matos. Là, on peut l'intervenir, mais quand on va déjà partir au niveau production. Voilà, donc on a décidé de se focaliser sur le parti traitement de signal. Donc maintenant, ce que je propose pour qu'on parle sur les données et comment on a présenté notre signal. Voilà, donc on a choisi notre partie. On a le parti signal processing avec 3 étapes. Qu'est-ce qu'on a en entrée de cette partie-là? Comme je disais, on reçoit le signal à 1D, donc c'est le signal temporel, qui ressemble à quelque chose, comme ça. Donc, c'est-à-dire que c'est un signal qui ressemble le bruit avec le rapport signal-bruit qui est pas très élevé et où il n'y a pas encore des paramètres qui sont bien estimés pour pouvoir les référencer sur notre type d'erreur multitrajet. Donc, c'est-à-dire que ces données ne sont pas très exploitables pour notre modèle. Et si on les donne en entrée de notre, disons, des réseaux de neurones, en fait, là, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir récupérer quelque chose depuis le signal qui ressemble plus au bruit. Et qu'est-ce qu'on a en sortie? En sortie, en fait, il y a les représentations qui s'appellent ACF, donc c'est Autocorrelation Function, donc c'est la corrélation dans l'axe de fréquence, la fréquence de Doppler, et dans l'axe de temps. Donc, la fréquence de temps du délai de propagation. Et en fait, cette représentation, c'est le pic. Le pic, le maximum de corrélation correspond à un paramètre nominal de notre satellite au moment donné. Donc, ça dit qu'à cette valeur-là, on a une valeur de fréquence Doppler, le vrai Doppler qui correspond à notre satellite, et un délai de propagation de signal qui correspond à notre signal. Et en fait, pour vous donner les références, pour les gens qui ont déjà travaillé, par exemple, avec le signaux audio, ça peut être un peu similaire parce que dans l'audio, on passe du signal on passe aussi du track qui est track temporel à 1D vers le spectrogramme aussi dans l'axe fréquence et délai. Et là on regarde l'autocorrélation. Et donc ça approche un peu similaire qu'on a dans l'analyse de l'audio. Donc ici, c'est-à-dire que le signal est bien filtré, donc il a déjà le rapport signal-bruit qui est plus élevé, et il y a le paramètre de signal et de satellite qui est déjà estimé, donc on peut travailler avec. Et donc, donc là, on se met d'accord qu'on travaille plutôt avec les données de sortie du parti traitement de signal. Maintenant, on parle plus de... c'est quoi les paramètres? Je parle du paramètre de fréquence, le paramètre de délai de propagation. Et c'est quoi plus en détail? En fait, il y a 4 paramètres qui caractérisent notre fonction autocorrélation, qui est liée à un signal nominal et qui est liée à une erreur aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est la fréquence. Donc, un des axes, c'est une fréquence de notre signal. Un autre axe, c'est le délai de propagation. Donc, c'est-à-dire que c'est le temps quand le signal, depuis le satellite vers notre récepteur, traverse avec la vitesse de lumière. Aussi à la phase du signal. Donc, il peut être décalé dans une partie du période. Il y a aussi le rapport signal-bruit. En fait, il y a peut-être deux différentes mesures. Ça peut être SNR, donc Signal to Noise Ratio, qui est valeur sans unité. Il y a peut-être aussi le Carrier to Noise Ratio, qui est la même chose, mais qui est défini en décibels-hertz. Donc ça, c'est le paramètre du signal nominal. Il y a aussi le paramètre du signal biaisé, donc le signal qui arrive dû à multitrajet. Donc, il est caractérisé par les mêmes choses. Donc, c'est toujours le Doppler, c'est toujours le délai de propagation, c'est toujours la phase et le facteur qui est lié à l'amplitude. Alors, c'est pas
le CNR, c'est pas juste le rapport entre les deux, mais c'est le rapport plutôt, je disais, de maximum de l'amplitude signal, du signal nominal par rapport au maximum de l'amplitude du signal biaisé. Voilà, et donc, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir ces paramètres pour pouvoir générer nos données et pour pouvoir générer les données exploitables. Donc, comment ça ressemble ces données-là? Donc, ici, dans le slide, en fait, il y a quatre représentations. Et en fait, ici, qu'est-ce qu'on fait? Disons, on veut détecter quelque chose sur une image. Donc, on se trouve dans un traitement d'image, vraiment d'image. Disons que cette image, elle est en noir et blanc. Donc, il y a juste un canal et il y a une largeur et l'auteur de cette image. Il y a aussi, cette image elle est caractérisée par intensité de pixels voilà, dans cette matrice. Et en fait, ici, ce qu'on essaie de faire, c'est une petite trick qu'on essaie de se balader depuis le parti traitement du signal vers le parti traitement d'image. Donc, on essaie de représenter représenter ces pics-là comme une image, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux axes, on a aussi deux axes. On a un axe de fréquence et on a un axe de délai du temps. Et on a aussi disons, intensité, entre guillemets, qui correspond à une amplitude de fonction de corrélation. Donc, on peut mettre un parallèle entre les deux approches, entre une approche traitement d'image et une approche traitement du signal de fonction de corrélation, et dire que, ok, est-ce que ça va marcher si on va discrétiser les deux axes physiques et les représenter pas comme fréquence et temps, mais comme le pixel en largeur et le pixel en hauteur. Et les valeurs de fonction autocorrélation, on va les représenter comme une intensité de pixels. Donc comme ça, on va avoir une image. Et donc, sur deux canaux, par exemple, parce que dans une image colorée, on a trois canaux, on a red, green, blue. Et ici, on a deux canaux. On a un canal qui est in phase, donc qui est multiplié par le cosinus, et un canal quadrature qui est multiplié par le sinus. Ils sont un peu similaires, mais ils sont juste décalés en pi sur 2. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aussi représenter ce type de données comme une image en deux canaux et le travailler avec des réseaux conventionnels qu'on connaît bien. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que il nous faut, si on essaie de travailler comme une image, donc on essaie de définir la résolution et je vais parler donc un peu après sur l'étude sur les résolutions. Ok, donc maintenant on a défini c'est quoi les représentations de nos données. Donc on se dit que, ok, d'accord, on va travailler en sortie de partie traitement signal. On va représenter les sorties de on va représenter la fonction d'autocorrélation comme une image en deux canaux avec le pixel dans l'axe de fréquence et le nombre de pixels dans l'axe de temps, avec l'intensité de pixels comme valeur d'amplitude de fonction corrélation. Maintenant, où on va récupérer ces données? En fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la première chose que je faisais, je suis allé sur le Kaggle pour chercher les Open Data Sources en GPS. Voilà, je suis tapé voilà, les données GPS. Et en fait, ce que je trouvais, que les données qui existent en open source, la plupart de ces données-là, elles sont vraiment liées au client. Donc, elles sont déjà avec l'estimation de longitude et latitude et le temps. Et c'est-à-dire que si je reviens, par exemple, dans un schéma ici, il se trouve déjà dans cette partie-là, dans la troisième partie de Navigation Solution. Donc, c'est déjà les données de client où il n'y a pas de référence directe vers les données vers l'information liée à multitrajet. Donc, il n'y a pas de cette référence vers la présence du pic de corrélation dû au multitrajet ou pas. Donc, ce n'est pas exploitable pour nous.
qu'est-ce qu'on a comme des options? En fait, on a deux options. On a une option de recevoir le signal. Donc, merci à l'ENAC qu'ils ont de bons matériels pour la réception de signaux GNSS, des antennes, des récepteurs. Et donc, c'est-à-dire qu'on a pouvoir de faire un certain nombre des heures de sessions de contact avec le satellite, de les segmenter en plusieurs frames et ce frame le convertir en un format qu'il nous faut pour pouvoir représenter les données comme les images. Sauf que il y a aussi le problème, comme je disais, parce que le multitrajet, ils arrivent presque tout le temps. En fait, il y a aussi des autres anomalies il y a aussi des autres types d'erreurs qui peuvent se rajouter vers les multitrages. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne maîtrise pas à 100% les erreurs qu'on essaie de générer. Donc, ce n'est pas aussi top pour nous. C'est bien, mais il nous faut quelque chose qui est un peu pur, où on peut maîtriser plus vraiment le type d'erreur multitrajet et on sait vraiment, et on peut dire vraiment que c'est ce type d'erreur avec ces paramètres-là, on peut se valider sur ces données-là. Parce que si on les reçoit, peut-être il y a des autres erreurs qui arrivent. Et donc, ça dit que c'est un peu chaud pour nous pour valider notre modèle en disant que peut-être il a détecté autre chose et pas le multitrajet. Voilà, donc. Et pour nous, option ici, c'est de générer de manière artificielle. Dans ce cas-là, on s'éloigne un peu de la réalité, mais on se dit que dans ce cas-là, on maîtrise mieux notre signal, on maîtrise mieux nos erreurs. Voilà, donc, OK. OK, on a parlé de données, et puis maintenant, on peut parler du pipeline. Voilà, comment on va travailler avec ces données-là. En fait, je vous présente le pipeline, ou workflow, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, peut-être workflow plutôt. Dans le workflow, en fait, on essaie de dire, OK, on a les données synthétiques, on a généré, et on a notre modèle, qui est notre détecteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut entraîner notre modèle de prédiction sur les données synthétiques. Et puis, on peut, quand on va mettre en production, quand on va mettre en service ce modèle-là, on peut essayer de le valider avec les données réelles. Comme ça, on peut se dire que on essaie de s'approcher quand même vers la situation réelle et on essaie de se valider notre modèle sur les données réelles. Mais on va profiter du fait qu'on maîtrise bien le multitrajet et de notre générateur synthétique et du fait qu'on peut générer n'importe quel nombre de données ce qu'il nous faut. Donc, c'est ça un peu la stratégie. Et puis, du coup, quand on a validé les modèles, on peut les mettre en service, on peut les attacher avec une certains outils à notre récepteur GNSS, et puis on peut faire des prédictions, disons, en temps réel pendant le travail de notre récepteur GNSS. Et d'ailleurs, les codes de cet workflow, ils se trouvent dans un lien. Alors, je peux aller dans le lien. Voilà, donc il y a un repository. Normalement, il y a toutes les parties deploy, installation, le matos qui est utilisé pour entraîner le modèle, aussi que les deux modèles qui est utilisé, et aussi les moyens comment on peut le déployer dans les récepteurs, ils sont décrits. Je vous invite d'aller le voir et mettre des étoiles, parce que j'aimerais bien avoir des étoiles. Voilà. Et donc, OK. Donc, maintenant, on se pose la question. Donc, on était là. Maintenant, on se pose la question, comment on va les déployer? On a le workflow, c'est bien. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire un Jupyter Notebook avec un modèle CNN.
on peut l'entraîner, on peut avoir une certaine performance, c'est très bien, mais comment on peut maintenant prendre ce modèle-là et l'introduire dans l'intérieur GNSS? En fait, il existe un outil qui sert à ça, en fait, qui sert à cette tâche-là. En fait, c'est un outil, voilà, c'est une petite clé USB qui s'appelle MoVideos ou Intel Neural Computer Stick, donc fabriqué par Intel. Et en fait, ce qu'il contient à l'intérieur, il contient à l'intérieur un processeur qui contient un certain nombre de modèles réseaux de neurones conventionnels, vraiment pour des problèmes de computer vision. Ici, je ne fais pas de pub, je fais pas de publicité, je fais juste de parler de l'expérience que j'ai eue avec cet outil-là. Et en fait, ce qu'on peut faire, on peut l'attacher vers quelque chose comme le Raspberry Pi, la plateforme Raspberry Pi, et puis on peut l'introduire dans le récepteur GNSS. Ça, je vais le montrer dans le schéma après, dans la fin de présentation, dans la partie production. Ok, d'accord. Donc, on a se mettre d'accord sur le workflow. On s'est dit que comment on va l'introduire dans le récepteur GNSS. Et on parle du modèle. Bah, on peut se poser la question, c'est quoi le modèle? C'est quoi, en fait, le réseau qu'on va utiliser pour détecter? Bah, en fait, il y en a, c'est l'ensemble du réseau. En fait, il y a un certain nombre de limites, de contraintes qu'on a subies pour pouvoir faire cette analyse-là. En fait, ici, ce qu'il nous faut, il nous faut prédire des résultats presque en temps réel. Donc, c'est-à-dire que quand le frame du navigation qui arrive, et le prochain frame, il va arriver dans 20 millisecondes, donc dans le délai de 20 millisecondes. Et ce délai, en fait, donc c'est-à-dire qu'on doit sortir une prédiction dans un délai de 20 millisecondes. Donc, c'est-à-dire que c'est notre limite pour le temps réel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une architecture très grande. On ne peut pas avoir des FishNet B2 ou B3. On ne peut pas même avoir le ResNet 50. On peut avoir des modèles qui sont light. Ici, j'ai mis une seuil de 10 millions de paramètres et je choisissais les modèles qui se trouvent au-dessous de 10 000 paramètres. Donc, c'est le CNN qu'on a écrit nous-mêmes. Il y a aussi le DenseNet 121 qui est 2 millions, et le MobileNet. Ici, je ne me rappelle pas par cœur combien, mais je sais qu'ils sont tous au-dessous de 10 millions de paramètres. Donc, ils sont vraiment light. Et donc, c'est-à-dire qu'on entraîne chacun des modèles, et puis on essaie de les blender. Donc, on les met dans le blending avec les poids qui est associé à chacun des modèles, et puis on a optimisé ce poids avec la méthode de Null-Vermeet. Bah, c'est vraiment une approche qui est utilisable dans le compét. Voilà, donc on essaie de les mise en application ici. Puis, il y a des autres trucs qu'on a utilisés, donc c'est toujours les augmentations, parce qu'on se pose la question, peut-être les données elles peuvent être limitées, donc c'est bien, pour monter les performances, c'est bien de faire les augmentations, quand même. Même si on les génère, c'est toujours une bonne pratique de faire des augmentations, surtout sur les images. Et en fait, ici, on utilisait la librairie Albumitation. Donc, on utilisait tous les modifications, les augmentations classiques, donc le shift, scale, shear, rotate, donc la tournée, on essaie de le flipper, voilà. Et aussi, on a fait les augmentations au niveau de rapport signal et bruit. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris toutes les images avec le signal à bruit, le rapport signal à bruit qui est fixé, mais on a pris un certain intervalle. Dans cet intervalle, on essaie de simplement échantillonner nos images avec quelque chose qui est uniformément réparti dans un intervalle entre 42 et 48. Parce qu'on ne peut pas descendre trop bas, parce que sinon on ne va pas avoir de signal, mais on ne va pas aller très haut, parce que sinon ça ne va pas être très, très réaliste. Donc je suis décidé de me fixer entre 42 et 48.
Et puis, on a aussi utilisé le test time augmentation, c'est aussi les techniques utilisables dans les compétitions. Donc, c'est-à-dire qu'on a entraîné notre modèle et pour le robustifier, donc pour avoir une prédiction qui est plus sûre, plus robuste, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre image d'entrée, on le split en quelques parties et on le split en quelques copies, on les copie et chacune des copies, en fait, on le modifie, on applique les augmentations. Pareil, voilà, le flip, le rotate, le shear, scale. Et puis, on fait les prédictions sur chacune de ces copies. Et puis, on récupère le vecteur de probabilité et on essaie de le moyenner ce vecteur-là. Donc, comme ça veut dire qu'on n'a pas juste une prédiction dans un point, mais on a une prédiction sur un intervalle et on le moyenne cette prédiction. Donc, c'est déjà plus robuste. On va voir que ça donne un petit peu en termes de performance, mais ça ne donne pas beaucoup. Et puis, il y a un autre truc qu'on utilisait, ça s'appelle Attention Map. Donc, en fait, je suis pas sûr que, en fait, c'est un autre mécanisme vraiment par rapport au mécanisme d'attention qu'on utilise dans le transformer, dans le traitement du texte. Donc, mais ici, l'approche, c'est en fait, de montrer, de répartir une importance de différentes régions dans une image par rapport aux autres régions. Par exemple, si ici, on fait plus d'attention sur les parties au centre de l'image, donc c'est-à-dire qu'il va colorer en rouge, donc il va donner plus de poids aux régions qui est au milieu plutôt que tout ce qui se trouve à l'extérieur. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on fait une petite branche et puis quand on va en classifieur, quand on va à la fin de notre modèle, donc ça veut dire qu'on essaie de le concaténer ou faire la somme de deux sorties. De sortie de feature extractor de notre backbone et de notre attention map. Peut-être je vais aller dans le chat pour voir s'il y a des questions. Si vous avez des questions, si vous pouvez écrire dans le chat, je vais aller les regarder peut-être vers la fin de la présentation et du coup, on va pouvoir le discuter. Evgeny, il y a aussi une fonctionnalité de lever la main. Et, d'accord. Si jamais, voilà, lever la main, les gens, si vous avez des questions, et je te ferai signe si jamais. Oui, bien sûr, vous pouvez lever la main. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre et voilà, comme ça, on va faire un peu plus de dynamique voilà, dans le salon virtuel. Ok, je reviens vers la présentation. Voilà, donc on essaie d'appliquer ces trois tricks. Et puis, du coup, on a parlé du modèle, on a parlé du workflow, on a parlé des données, on a parlé de GPS en général. Et donc, maintenant, c'est quoi les résultats? Est-ce que c'est bien ou pas? En fait, pour parler des résultats, on essaie de rappeler les objectifs. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre comme les objectifs? Parce que c'est pas juste le perfo qu'on essaie d'atteindre, mais on se dit qu'on essaie pour que ce sera bien pour que ça travaille dans un temps réel. Donc, c'est-à-dire que on doit montrer que c'est capable que le modèle il est capable de sortir de prédiction dans une contrainte de 20 millisecondes et que c'est exploitable au niveau de notre NCSFO, donc c'est notre neurocomputing, c'est c'est le petit outil clé USB qu'on peut introduire à l'intérieur du récepteur GNSS. Donc, ça dit qu'on peut convertir le modèle pour qu'il puisse travailler sur cet outil-là. Et puis aussi, il y a les performances, parce que si notre modèle il donne pile ou face, il ne sait pas prédire de manière sûre, ça ne sert à rien de les monter sur le NCS et dans le récepteur. Voilà, c'est toujours les performances qui nous intéressent aussi. Voilà, donc je commence pour les résultats, je commence par le limite temporelle. Donc, comme je disais, on a 20 millisecondes pour faire une référence sur une image. Et donc,
on a fait l'étude avec, je fais l'étude avec ça, sur ça. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris les images avec différentes résolutions. Donc, il y a 80 pixels, 60 pixels, 40 pixels, 20 et 10 pixels. Et j'ai mesuré le temps de différence à chaque essai. Et puis, je l'ai répété à plusieurs rangs. Donc, pour pouvoir donner une estimation dans un intervalle et dire est-ce que c'est significatif ou pas. Et donc, au bout de ces 5 essais, on voit que le temps de prédiction il est inférieur à 20 millisecondes, il est bien inférieur à 20 millisecondes, et que les résultats avec le 40, 60 et 80 pixels par un axe, en fait, ils sont à peu près similaires. Donc, ils sont à peu près similaires de manière significative. C'est pas significatif, ils sont à peu près similaires, les moyennes sont presque les mêmes. Et ils sont de manière significative différente de ce qu'on obtient dans le 10-20 pixels. Donc, c'est-à-dire qu'on a une certaine marge dans laquelle on peut changer la taille de notre image pour pouvoir prédire est-ce qu'on a multitrajet ou pas. Et puis, on parle du perfo aussi, bien sûr. Dans le perfo, en fait, on a testé tous les modèles, tous les modèles de base. Donc, on a testé le DenseNet, on a testé le MobileNet, puis on a assemblé, et puis on a essayé de faire un ensemble avec le moyen simple, et on a assemblé avec le moyen qui est calculé, ou pondéré avec les poids qui est calculé avec les méthodes logarithmiques. En fait, on voit que c'est saturé au niveau de 0,8, 0,82 au maximum. Et en fait, on essaie d'appliquer cette méthode attention mapping. Et là, on essaie de booster un petit peu jusqu'à score F1. Donc, on arrive à booster à 0,01. Donc, on est allé jusqu'à 0,83 avec attention map. Avec CTA, en fait, c'est marrant parce que une métrique, ça augmente, une autre métrique, ça diminue. En fait, c'est pour ça que je dis que le TTA, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Et donc, ça peut nous donner, ça peut nous booster un peu le perfo, ça booster à 0,5%. Mais en fait, au final, j'ai pris le modèle avec l'assemblage. Donc, l'assemblage de 3 modèles de base, plus mécanisme d'attention map, qui me donnait le score en fin 0,83. Et donc, ce sont les données qui sont obtenues avec le signal de rapport signal à bruit entre 40 et 45 dBHz. Et maintenant, on se pose la question, bon, on a obtenu cette métrique-là, est-ce que c'est bon? Parce que si on n'a rien à se comparer, ça veut dire que peut-être le modèle est nul, ou peut-être il est très bien, on ne sait pas dire. Et donc là, j'ai fait référence vers le travail de messieurs Alexis Louis et Mathieu Ramondi, qui vient de ADS, Airbus Defense Space, qui fait le travail qui est un peu similaire à le nôtre, à la mienne, qui fait aussi la prédiction du multitrajet. Et aussi, ils font le modèle qui ne prédit pas que le multitrajet, mais aussi un autre type d'erreur. Ça s'appelle le Abel Waveform. Donc, pour eux, le métrique, donc ça, c'est le matrice de confusion. Pour eux, donc l'accuracy pour le multitrajet, c'est au niveau de 0,76. Pour nous, c'est au niveau de 0,85. Et donc, mais par contre, donc ça veut dire que notre modèle est le plus performant en détection de multitrajet, sauf que eux, ils détectent aussi une autre chose. À part ça, ils détectent aussi un autre type d'erreur. Donc, ça veut dire que notre modèles sont comparables, ils sont à peu près à le même niveau pour un type d'anomalie donnée, ou un type d'une erreur donnée, mais ils sont un peu différents par l'objectif d'utilisation. Parce que nous, on se focalise vraiment sur le multitrajet. Voilà, donc ça, c'est le résultat. Et donc, maintenant, on parle du production. Donc, on se dit que, OK, c'est bon,
on a fait le modèle en Jupyter, c'est très bien. Maintenant, comment on va l'introduire dans le récepteur GNSS pour que ça travaille en temps réel? Ben, en fait, comme je disais, on peut utiliser le NCS, le Neurocompute. On peut l'introduire, en fait, on peut utiliser le Raspberry Pi et le Neurocompute. Et puis, on peut attacher le Raspberry Pi vers le récepteur GNSS. Et là, en fait, ça devient utilisable pour que ça intervienne au niveau plus bas et récupère en fait de manière automatique les données du récepteur et soit les prédictions. Et le modèle ici, on peut le convertir, donc on le sauvegarde en H5, le poids du modèle, puis on peut le convertir dans une graphe qui est congelé de TensorFlow dans le format PB, et puis on peut le convertir dans le NCS, dans le modèle qui est compatible avec le NCS. Donc ça, c'est pour les solutions bas niveau. Après, pour les gens qui aiment bien faire le cloud, donc, et aussi pour le démo, je faisais donc une application sur un Flask. Donc j'ai pris toujours cet fichier format H5, je l'ai converti dans une, pardon, pas converti, mais fait une application Flask de manière très simple. Puis, en fait, je l'ai dockerisé. Donc, le container se trouve sur le Dockerhub. Et puis, j'ai monté le cluster Kubernetes pour pouvoir déployer ce modèle et pour sortir les prédictions. Pas un appel sur une API. Voilà, donc ça, c'est pour la partie de production. Maintenant, ce que je vous propose, je vais vous faire une petite démo. Je vais vous montrer à quoi ça correspond les images. Et puis, on peut lancer le code. Et puis, voilà, on peut parler des questions. Je peux les répondre si vous avez des questions. Voilà. Donc, OK. Est-ce que vous voyez les sessions collab? L'événement, c'est que vous voyez les sessions collab. Oui. Voilà. Parfait. OK, parfait. Donc cette notebook de collab, je vais le mettre sur le guide pour qu'elle est ouverte pour tout le monde. Je vais le mettre dans le guide après. Donc ici, pour l'instant, j'ai les données qui se trouvent dans le drive. Donc c'est vraiment les données en local. Et donc j'essaie de générer. Donc tout ce script-là, donc les méthodes, ils se trouvent dans le repository. Donc vous pouvez le trouver dans le repository. Donc j'essaie de générer 10 images. Voilà, donc générer 10 images. Donc on essaie de le plotter. Donc c'est-à-dire qu'on a deux types d'images. On a les images avec multitrajet et on a les images qui n'ont pas de multitrajet. On essaie de faire le plotting show. Donc, on a l'image avec le multitrajet. Je pense qu'on peut aller le regarder plutôt ici. Ici, c'est un autre exemple, mais c'est plus visible en fait. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est ça ce qui ressemble au pic de corrélation. Donc, c'est-à-dire que c'est le triangle dans l'axe du temps et c'est le sinus cardinal dans l'axe Doppler, dans l'axe de fréquence. Et dans une image normale, donc, on va voir quelque chose comme ça. Donc, on n'a qu'une seule pic qui est très bon, qui est bien distinguable. Et dans l'image avec le multitrajet, on peut avoir quelque chose autour. Donc, on peut avoir une deuxième pic qui correspond à le problème, qui correspond à un autre signal qui est arrivé, qui est dû au multitrajet, qui est le signal qui est biaisé. Voilà, donc. Et c'est ça ce qui est représenté en fait dans une image en 2D. Donc, on a une pic dans une image qui est normale, nominale, et on a deux pics dans une image qui est avec le multitrajet. Ici, je suis d'accord que ici c'est distinguable à l'œil, qu'on peut dire pourquoi on a besoin du modèle si on sait bien dire que voilà, ici il y a quelque chose qui se passe, ici il n'y a pas. En fait, c'est que
ça, c'est le cas un peu idéal, entre guillemets, parce qu'il y a parce qu'il y a le rapport signal-bruit qui est très élevé, donc on sait bien distinguer les pics de corrélation. Et j'ai choisi à l'exprès, en fait, cet exemple parce que là, on est plus sûr d'avoir de bonnes réponses. Voilà, donc là, on est ici. Donc ici, j'utilise le CURL. Donc l'outil, le CURL. Donc je fais un appel sur un API, je fais une requête post comme une image d'entrée. Donc je le convertis en CSV, je le donne une image pour le voir in face, pour le voir pour une image pour le voir en quadrature. Et je fais un accès sur une application qui est disponible par une adresse IP, celui-là, sur une méthode predict. Donc voilà, donc je fais un appel pour une image avec multitrajet, il me fait la prédiction de probabilité, ici 0,96. Donc c'est plutôt, donc on est plus sûr d'avoir un multitrajet. Et je fais un appel sur une image sans multitrajet, donc on est 0,35, c'est-à-dire qu'on est plus sûr de ne pas avoir de multitrajet. Cette application elle est disponible ici, donc sur le Docker Hub. Donc, dans le conteneur, vous pouvez faire le pull de ce conteneur. Et puis, au moment donné, je suis en train de... Voilà, donc je le fais tourner sur un cluster Kubernetes. Donc, on va vérifier le API. Oui, ici, ouais, donc c'est bon. Donc, je fais kubectl get service autorisé. Ok, ouais, voilà. Donc, il y a un service qui s'appelle MP App Mode, donc c'est Multipass Application, c'est type load balancer, et il a son IP adresse qu'on est en train d'appeler ici. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais bien de répondre à votre question si vous avez, si vous comprenez pas quelque chose, si vous n'avez pas compris quelque chose, si je suis allé trop rapide, voilà, n'hésitez pas à me demander. Merci beaucoup. Merci à toi, Evgeny, c'était une chouette. Et puis la démo là, de voir en réel, c'est vraiment sympa. Avez-vous des questions pour les valeureux qui ont réussi à trouver le chemin vers la présentation malgré les problèmes meet-up? Il suffit de lever la main Ah oui, il y a... Attendez. Ah oui, je les vois. Oui, excusez-moi, je voyais pas les deux. Bah, un des deux, le premier. SP. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Oui, bonjour. Bonjour Evgeny, merci pour ta présentation, c'était super intéressant, très clair et bien présenté, donc merci déjà pour ça. Merci. Alors j'avais quelques questions plus sur la partie GNSS, parce que j'ai pas forcément tout compris dans ce que tu as fait. D'accord. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu t'es placé dans le cadre où tu pars du principe où tu as un rapport signal à bruit qui est important, parce que tu es au-dessus de 40 dBHz, alors que toi-même, au début de ta présentation, tu expliques que ce que tu cherches à détecter, ça va être des moments où tu vas te trouver dans des zones urbaines et où ça va être limité tes performances. Tu n'auras pas souvent autant des dBHz aussi conséquents. En fait, ici, donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, voilà, si tu vois le partage d'écran. Ouais, je vois. D'accord. Ouais, parce que au début, parce que comme je disais, au début, on a le signal qui est avec le rapport signal-bruit qui est pas très élevé, mais quand on fait le traitement, on essaie de monter le rapport signal-bruit. D'habitude, il se trouve entre 35 et 40, quelque chose comme ça. Nous, on se plaçait au niveau de 40,
au niveau de 40-45, d'abord pour être comparable avec les gens qui faisaient une analyse aussi sur le multitrajet. Et puis, du coup, pourquoi on a pris cet intervalle-là pour pouvoir faire les augmentations, mais pour pouvoir en fait faire ces augmentations-là, mais pas trop dégrader les images. Parce que si on essaie de les dégrader de nous-mêmes, donc on peut, c'est comme en fait on tire les balles dans un pied pour nous. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, ok. Et j'aurais juste une deuxième question. Est-ce que tu peux me remontrer quand tu fais ton plot 4D entre guillemets? Ah, ouais, Plot, d'accord. c'est quoi du coup les trois indicateurs, les trois axes que, enfin, sur X, Ouais. Y, c'est code delay et c'est quoi? C'est Ouais. que ta couleur elle représente rapport signal à bruit, c'est ça? Ah, non, le couleur, c'est juste les points les plus bas, c'est en bleu, et les points en Ah, mais haut, enfin, c'est ta couleur ou ton dernier axe, ça représente quoi du coup? le couleur. Ah, ça, c'est le corrélation. Ça, c'est l'amplitude de corrélation. Amplitude de Parce que c'est. corrélation. Ok. Ouais. Et du coup, l'amplitude de corrélation, tu la commandes dans le cas où tu dois. Parce que c'est interne au récepteur GNSS, ça. Comment tu y as accès? Ah, corrélation. En fait, là, dans le récepteur, on a un corrélateur. Voilà, c'est pour ça qu'on calcule la corrélation. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on filtre ce signal. D'abord, on le filtre, puis on le split en deux. Donc, on le split en une phase en quadrature. Et puis, on fait le transformé de Fourier. Et puis, on fait le transformé de Fourier inverse. Et à la fin, du coup, on a le corrélation. Donc, ça sert à. Pourquoi on fait la corrélation? C'est pour pouvoir partir du signal à 1D avec juste l'amplitude genre physique, vers le spectre. Et dans un spectre, on calcule plutôt les corrélations. Voilà. Avec cette chaîne. Et ça, tu penses que typiquement dans une application pour smartphone, tu pourrais avoir accès à ça? Pour le smartphone, je sais une application qui peut récupérer les satellites. Il faut que je regarde si on peut récupérer directement, dans une appli les fonctions corrélation. Parce que il y en a des outils qui s'appellent, comment ça s'appelle, OBX, GNSS, quelque chose comme ça. Ouais. Il y en a des uBlocks. Je peux mettre dans le chat. Ouais, mais ça, je suis pas sûr que non plus tu aies Ouais, mais c'est pas. au corrélateur dedans. Je suis pas sûr non plus. Dans uBlocks, on peut calculer les corrélations. Ah. Ou il y en a autre. Il y en a autre aussi. Il y a Novatel aussi, je pense. C'est ça que tu. Novatel, ouais, c'est ça. Ouais. Je pense, ouais. Ok. Ouais, si peut-être il y en a des applications pour les smartphones, mais je ne l'ai pas croisé. Ok, d'accord. Bah voilà, merci pour tes réponses et je laisse la parole aux autres du coup. Ouais, merci à toi. De rien. Alors, déjà, bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'est très intéressant et très clair. Bonsoir. J'avais juste une question, je ne sais pas si tu en as parlé ou pas, mais du coup, le modèle a été entraîné sur une donnée qui a été générée et qu'il a été entraîné et testé sur les données qui ont été générées à la main. En fait, on a entraîné le modèle sur les données synthétiques et le validé sur les données réelles. Ok, ça marche. En fait, c'est pour dire que, ok, on peut pas passer des semaines et des semaines pour faire d'acquisition de données, pour récupérer par exemple des milliers de données et les segmenter. On sait générer beaucoup de données qu'on a besoin de manière synthétique.
on essaie de le générer autant ce qu'on veut, donc on l'entraîne, et puis on valide le modèle sur les données réelles, parce que si on ne le valide pas sur les données réelles, donc ça veut dire qu'elle va pas être, on ne peut pas dire qu'elle est proche en réalité. Ok, ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Ah, merci beaucoup à toi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une petite question s'il n'y a personne d'autre qui se manifeste. Vas-y. Moi, je suis curieuse par rapport donc ça, c'est ton travail de thèse. Derrière, comment dire, quelle va être la suite de ce projet? Donc là, enfin, voilà, quelle va être la suite de ce projet? Ouais, en fait, là, c'est une très bonne question et en fait, j'ai pensé de mettre un peu de plus de détails sur ce qu'on est en train de faire maintenant, mais je pensais que ça va être un peu trop, c'est déjà 45 minutes pour la présentation. Et en fait, nous, ce qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de faire semi-supervised learning en disant que, donc, comme je disais, voilà, on est en train de entraîner le modèle sur les données synthétiques et les valider sur les données réelles. Et maintenant, on se dit, est-ce que on va l'entraîner sur une petite bout de données réelles qui est étiquetée, et on va utiliser beaucoup plus de données réelles qui ne sont pas étiquetées, donc qui est brute, mais on va utiliser SSL pour ça. Et donc, c'est ça ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, on est en train de monter, on est en train de calculer les similarités entre les matrices avec la méthode transport optimal. Bah, je voudrais faire merci aux gens de Luminae, donc qui me proposait voilà, cette idée-là, qui me donnait cette idée. Donc, on est en train de calculer les similarités entre les images qui sont étiquetées et qui ne sont pas étiquetées, et on est en train d'introduire la fonction de perte, le loss, dans notre loss classique, dans le BCE avec le guide. On a introduit aussi le loss qui est lié à voilà, cette similarité qui s'appelle distance du Weissenstein. Et donc, voilà, donc c'est ça ce que on a décidé d'aller vraiment à l'intérieur de l'apprentissage. Ce qu'on est en train de faire maintenant. Et puis, il y a aussi des autres pistes. Il y a des pistes pour... Ici, on fait des détections, mais c'est aussi le problème de mitiger pardon. Je suis pas bon en grammaire. Mitiger le multitrajet, et donc on doit estimer les paramètres de Doppler, parce que ici on doit estimer les paramètres de Doppler et du code, et pour pouvoir atténuer cet effet-là. Donc, c'est aussi une autre piste à aborder. Il y a une autre piste aussi, c'est d'appliquer les modèles qui ne sont pas supervisés. Mais dans ce cas-là, on va perdre cette notion de maîtrise de type d'erreur, mais ça reste assez avec AutoEncodeur. D'accord. Voilà. Merci pour ta réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça n'a pas l'air. Sinon, je vous propose de clôturer ici la présentation et de se retrouver au Gather pour passer un petit after talk virtuel ensemble pour ceux qui le souhaitent. Je tenais quand même à te remercier, Evgeny. C'était vraiment une chouette présentation. Merci beaucoup pour cette possibilité de présenter des choses. Ouais, c'est vraiment chouette. Puis c'est toujours intéressant quand on voit des techniques, des applications transverses de techniques d'un domaine appliquées à autre chose. C'est vraiment intéressant. Et je vous partage le lien pour le Gather pour ceux qui ne l'auront pas, et je vous dis une très bonne soirée pour ceux qui nous quittent, et puis à tout de suite pour les autres. Merci à tous. Samir?
Oui. En fait, je peux te renvoyer après ce que j'ai enregistré. J'espère que c'est enregistré. Ouais, moi aussi, là, je vais voir, j'ai une Ouais, vidéo. normalement, c'est bon, j'ai un fichier